Bienvenue à l'Assistant Coach podcast de la NFL. Mon nom est Julien Gagnon. Je suis en compagnie de Marc-André Morisseau. Bonsoir Julien. Comment ça va? Ça va bien puis toi? Ça va super bien. Cool. D'abord, je voulais te remercier là, pour le devoir de match que tu m'as donné. Pour les auditeurs je te là, qui... Toujours des matchs exceptionnels. Pour les auditeurs qui nous écoutent, là, vous savez qu'à chaque début de match, à chaque début de podcast, on parle de nos devoirs de match. Donc, on regarde un match en particulier. Et je tiens à dire que Marc-André m'a donné un devoir historique. Donc, je suis vraiment content. Merci, tu as le don de me donner les matchs intéressants. Est-ce que tu veux commencer par parler de ça? On pourrait peut-être commencer par... Non. Je voulais commencer par te remercier. Okay. Mais on va commencer par quand même ton devoir de match. Je veux juste avant, toi tu me remercies. Moi, je veux juste remercier les auditeurs. On s'en est parlé avant d'enregistrer, mais c'est la semaine où on a eu le plus d'écoutes cette semaine. Disons les chiffres, n'ayons pas peur des mots. N'ayons pas peur. Cette semaine, on a eu à peu près entre 40 et 45 écoutes de tous nos podcasts. C'est pas juste le podcast de la semaine dernière. Au total, durant les 7 derniers jours, on a eu 42 ou 43 écoutes totales sur toutes nos différentes semaines, ce qui est notre meilleure semaine à date. Fait qu'on veut vous remercier, peu importe d'où vous nous écoutez, un immense merci. Oui, merci beaucoup à tous nos auditeurs. Nous, on faisait ça un peu là, dans le but qu'on s'écoute nous-mêmes, puis qu'on voit un peu. Puis on se disait, si on a 3 amis qui écoutent, puis ils trippent, tant mieux. Mais si on vous donne le goût d'écouter la NFL, puis on vous donne le goût, là, dans le fond, d'entendre notre analyse de certains matchs, on est content là, de partager ça avec vous. Donc, merci d'être là. Exact. Et on espère que vous aimez ça. Puis encore une fois, à part Danny, ton beau-frère, on n'a pas reçu de commentaires directs sur notre page Facebook. Non, fait mais c'est le temps de la plugger. Oui, page Facebook, il y a l'Assistant Coach Podcast. Si vous voulez, comme on disait la semaine passée, dans celui de la semaine passée, si vous voulez nous donner des idées de devoirs de match, si vous voulez questionner certaines choses, qu'on parle de certaines choses, n'hésitez pas à nous écrire. Sinon, notre courriel, l'assistant coach podcast, tout en un, @gmail.com. Ça va nous faire plaisir de vous faire un shout-out puis de parler de votre question ou de votre devoir de match. Merci, Marc. Donc là, dans le fond, là, j'aimerais qu'on parle de ton devoir de match. Cowboys l'emporte 49-29 contre les Bears. Je t'avais demandé de regarder ce match-là, dans le fond, pour 2 raisons principales. Ouais. La première, c'est que les Bears ont revampé leur attaque suite à leur semaine, dans le fond, de relâche, là, la semaine de bye, plus en anglais. Et ils ont bien paru la semaine dernière. Ils ont vraiment là, une victoire convaincante contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Personne n'a vu venir. Personne n'a vu venir. Puis les Cowboys, c'était le 2e match du retour de Dak Prescott. Et aussi, là, les Cowboys ont une des meilleures défensives de la Ligue, vraiment de loin. Ils ont des playmakers, comme on dit en bon français, donc des faiseurs de jeu. Mais non, donc je t'ai demandé de regarder ça vraiment d'un œil attentif et de me dire un peu ce que tu en as pensé. Fait, qu'est-ce que tu en as pensé de ce match-là? Bien, c'est sûr que, faut faire attention parce que c'est quand même un échantillon de 1 match. Fait que, tu sais, je veux pas m'emporter, mais honnêtement, Dallas a piétiné Chicago là, dans ce match-là. Là. T'as-tu dit le score juste... 49-29, oui. 49-29, puis pour vrai, je trouve que même le 29... j'ai vraiment l'impression que, tu sais, à un moment donné, la défensive de Dallas a comme fait « OK, c'est beau, là, on mène. » Tu sais, souvent, des défensives, quand ils mènent par beaucoup, souvent, ils vont protéger le gros jeu puis ils vont donner les courts jeux. Fait que souvent, les attaques avancent quand même. C'est juste que ça gruge du temps. Pour que le temps s'écoule. Exactement, ça gruge du temps. Mais je t'arrête juste 2 secondes Oui. pour confirmer ce que tu viens de dire. As-tu une idée du score, genre à la demi, mettons, ou l'évolution? Je ne l'ai pas écrit. Honnêtement, d'habitude, c'est le genre de statistique que je m'écris, mais là, je ne l'ai pas écrit. Mais honnêtement, c'est vraiment le feeling que j'ai eu, là, que c'était... c'était vraiment que la défensive de Dallas, à un moment donné, s'est dit, garde, on va... Je vais d'abord regarder premier quart. Je viens de le voir là, sur l'application de la NFL. Vas-y. Dallas, touchdown. Là, je ne vais pas dire première séquence. Non, je juste dire Dallas, touchdown. Bears, punt. Dallas, touchdown. Bears, touchdown. Dallas, touchdown. Donc 21-7, oui. 21-7. Les Bears, punt. Dallas, touchdown. Donc, c'est ça, 28-7, c'est ça. Touchés à leurs 4 premières possessions. Puis la 5e possession de Dallas, c'était une interception. Fait que tu sais, 28-7, à partir de là, vraiment, on a senti là, que Dallas a comme levé le pied un peu en disant, regarde, c'est beau, on va gruger du temps, on ne veut pas humilier non plus l'autre équipe. Mais vraiment, j'ai vraiment la défensive de Dallas m'a vraiment impressionné dans ce match-là. Je sais qu'on en avait parlé dans les dernières semaines, à quel point il était impressionnant. Micah Parsons, ce gars-là, c'est une machine. Je sais qu'on parle beaucoup. Mais c'est le 2e devoir de match. Ouais. Je t'avais dit, regarde-le. Vraiment, tu n'avais pas été impressionné la première fois. Non, mais là, il m'a vraiment impressionné. Mais la première fois, il y avait une blessure. Hein, oui, juste, c'est ça. Il revenait de blessure. Il y avait un rep count, là, donc il y avait un nombre de répétitions
imité, exactement, merci, je cherchais le mot. Mais vraiment, là, il a joué tout le match. Il est vraiment impressionnant. Puis, non, là, tu vraiment, l'as aimé, il y a eu un impact. il a vraiment eu un impact sur le match. D'ailleurs, il y a eu un pick six. Je ne sais pas si tu as vu ce highlight-là. Oui, il savait pas qu'il pouvait courir un encore. pick six que Justin Field, il arrive littéralement à 1 cm de Parsons. Puis au lieu d'y toucher, il fait le saut du mouton, le saut de la brebis par-dessus Parsons, juste pour pas comme se blesser ou je sais pas trop. Puis Parsons se relève, fait comme il m'a pas touché, puis il part, puis il s'en va faire le toucher. Je peux pas blâmer le joueur parce que ça arrive tellement vite. Il veut éviter le gros contact. Oui, ben oui. Il y avait beaucoup de trafic. Oui. Donc, c'est vraiment... Puis tu sais, t'es le corps arrière, t'es pas nécessairement habitué à plaquer. Puis, même Micah Parsons, il savait pas qu'il avait le droit de non. courir. Il se lève, il s'élève. C'est ces joueurs qui C'est disent comme go. Ouais, c'est ça. Fait que non, vraiment, Micah Parsons, c'est vraiment exceptionnel, ce gars-là. La défensive de Dallas est bonne. Ils ont un bon front four. Pour vrai, c'est une des meilleures défensives que j'ai vues cette année. Là. Personnellement, là, ils jouent vraiment très, très bien. Puis très sérieusement, la semaine passée, tu me disais, tu sais, porte ton œil attentif sur Dak Prescott. Il est-tu bon? Il est vraiment très bon. Là. Des statistiques, là, je pense que c'est 21 en 25, 250 verges, quelque chose comme ça. Là. Je peux trouver exactement. Là. Non, pendant que tu parles de d'autres stats, je vais fouiller la statistique. Mais je pense que c'est 21 en 25, 250 verges. Si je me souviens bien, là, 2 passes de toucher. Il a vraiment été excellent. Moi, mon questionnement par rapport à cette attaque-là, s'ils veulent aller plus loin puis se rendre loin, bon, je sais qu'on a fait des blagues là, dans les dernières semaines, mais je suis pas certain que CeeDee Lamb, c'est vraiment un vrai wide receiver numéro 1 dans une équipe. Non, c'est pas des blagues, c'est notre opinion. Oui, c'est ça, exact. C'est qu'on se disait, des fois, son manque d'effort sur les... sur ses routes, dans le fond, qu'il va parcourir, ou des fois, le manque de créativité. On dirait qu'il ne repart pas le trou ou la brèche. Il court sa route, puis des fois même, on parlait de l'interception que, dans le fond, que son couvreur, là, le DB puis qui a comme complètement laissé lui, il a juste faire, puis abandonné, puis il a regardé à gauche puis à droite, de comme Mm-hmm. je me suis fait intercepter, mais il y avait clairement un contact, un plaqué possible, Ouais. mais il a laissé le joueur aller. Lui, c'est sorti du jeu lui-même. Mon jeu de receveur est terminé. Ouais. Puis j'ai jamais réalisé que maintenant, tu avais un rôle défensif à jouer pour éviter le retour. Mm-hmm. Donc, c'est ça, je trouve que c'est un manque de sérieux. Puis c'est là que tu vois que Amari Cooper, ils l'ont vraiment blasté beaucoup. C'est drôle parce que je m'en allais exactement là. Je m'en allais exactement là parce que je me dis, je comprends là, qu'il y a des enjeux de masse salariale puis tu as des gros joueurs en défensive aussi à payer. Mais Amari Cooper, je me dis, imagine qu'Amari Cooper reste dans cette équipe-là. Tu as Amari Cooper comme numéro 1 puis tu as CeeDee Lamb comme numéro 2. Dallas sera encore plus impressionnant. Mais bon, là, c'est du second guessing. Non, c'est pas du second guessing, Marc. C'est que, en fait, la saison passée, CeeDee Lamb avait des meilleurs chiffres qu'Amari Cooper. Ouais. Puis les gens ont dit on n'a pas besoin de lui. Mais la raison, c'est qu'Amari Cooper, il est souvent en double coverage. Puis si CeeDee Lamb est autant ouvert, c'est parce qu'Amari Cooper qui est là, était là. Qui est incroyable. Il revenait d'une blessure, il était pas à 100%. Puis Dallas, on dirait, tu parlais de gros marché. Jerry Jones, la manière qu'il aime ses joueurs ou qu'il n'aime pas ses joueurs, il aime les joueurs qu'il draft puis que lui décide de payer. Amari Cooper, c'était un échange. Donc, il venait d'une autre équipe. Il venait des Raiders d'Oakland à l'époque. OK, non de Las Vegas. d'Oakland cette fois-là. Donc, c'est là que je pense qu'il voulait s'en départir parce que c'était pas son joueur à lui. Puis Dallas, on dirait tous les médias en parlent de football à chaque jour. Ils en parlent trop. Puis quand tu overlook les équipes, des fois, tu as des mauvaises analyses sur des joueurs. Ils se rendent compte que CeeDee Lamb, encore sur son rookie deal, il coûte pas trop cher. Il y a eu des bons chiffres, donc on s'est dit c'est lui notre vrai numéro 1, mais il n'y a pas encore peut-être la maturité ou l'expérience pour assumer ce rôle-là. Puis ça nuit à l'attaque aérienne. Ouais. Mais là, Tony Pollard, j'ai vu qu'il y a eu un match. Tony Pollard, c'est incroyable. C'est fou. Là. Encore une fois, je ne veux pas arriver avec des statistiques. Là. Je sais que souvent, j'arrive. Non, mais là, il faut les dire parce que c'est impressionnant. Mais, là. si vous voulez, je peux les sortir, là, les statistiques de Tony Pollard. Je ne les avais pas pris parce que je ne voulais pas vous embêter avec mes statistiques. Mais je vais vous les donner parce que il y a vraiment eu un match de feu, Tony Pollard. 131 verges au sol, 3 touchés, puis 16 verges par la passe. Fait que, c'est vraiment incroyable là, comme match. Ce gars-là, il est exceptionnel. Puis pour vrai, je le sais que le propriétaire, tu parlais du propriétaire de Dallas qui disait que le rôle d'Ezekiel Elliott n'allait pas changer. Moi, je pense que, tantôt, je parlais de Amari Cooper, qui c'est peut-être un move par rapport au plafond salarial. Moi, je pense que ça a manqué un peu de vision dans le sens que je me serais peut-être débarrassé d'Ezekiel Elliott au lieu de Amari Cooper. Je pense que
on perd un peu le talent de Tony Pollard dans le gardant deuxième. Puis Ezekiel Elliott, il a eu une très, très grosse saison. Il y a quoi? Il y a 3 ans, peut-être, quelque chose comme ça. Là, je ne Non, sais pas le exactement. même 5 ans, en fait. Ouais, ça fait quand même un bout. C'est la 6e saison dans la C'est NFL. comme si depuis cette grosse année-là, on est comme over-hype sur ce gars-là. Tout le monde, il est bon, il est bon, il est bon. Mais quand tu regardes ses statistiques depuis cette grosse année-là, il y a des statistiques très ordinaires pour un running back partant. Mais outre les stats, depuis l'an passé, c'est beaucoup de moyenne par carry très basse, autour de 2.2, autour de 3.2 par match. Pollard est à 4. Et c'est ça, Pollard était tout le temps à 4.4, et même des fois plus haut, des fois à 6.4 selon certains matchs. Donc, plus explosif, meilleur en premier et 10, mais souvent, Zeke, pour bien le paraître, il mettait la ligne des buts et disait « Regarde, Zeke a eu 2 touchés aujourd'hui. Mais il finissait son match avec 2 touchés, 39 verges. Oui, exact. Mais tu sais, moi, je pense que pour la suite, si j'étais Mike McCarthy puis j'ai ces 2 running backs-là, pour moi, Tony Pollard devient mon running back numéro 1, puis Ezekiel Elliott est là pour les courts gains. Un peu plus de muscles, un peu plus fort, court en ligne droite. Mais je pense que Tony Pollard, comme tu le dis, amène beaucoup plus de vitesse, puis il est capable d'aller faire des routes pour des jeux par la passe aussi. Il ouvre une option, ce qu'Ezekiel Elliott est moyennement capable de faire. On va se le dire, là, je pense que c'est la date limite des transactions aujourd'hui. S'il se débarrassait d'un contrat comme Ezekiel Elliott, puis il allait chercher un deuxième wide receiver pour aider, parce que Gallup n'était pas vraiment en santé. Là, il manque de deuxième, même troisième option. Il y a trop de... Il y a vraiment CeeDee Lamb et pas grand-chose d'autre, honnêtement. Là. Le tight end, Dalton Schultz. Dalton Schultz, c'est ça. Mais je parlais vraiment de wide receiver. Il était blessé lui aussi. Donc, c'est comme pour dire, ça prend beaucoup d'options, puis ils n'ont pas beaucoup, je ne veux pas dire d'armes à l'attaque. On dirait que c'est le mot à la mode depuis 2 ans là, quand on parle de la NFL. Mais c'est qu'il manque d'options viables et d'options constantes pour Dallas, contrairement à d'autres équipes. Puis je pense que ça fait mal à un potentiel. Parce que tu as beau dire à Dak Prescott, hey, carry-nous à la victoire, je pense qu'il est aussi limité que les options qu'il a à qui passer. Je suis 100% d'accord. Mais Dak Prescott, vraiment, tu m'avais dit, garde ton œil sur lui, il est vraiment très bon. C'est vraiment un pocket passer. C'est pas un gars qui essaie les jeux. Il se débarrasse, pas il se débarrasse, mais il va vraiment toujours à sa première, sa deuxième option, sinon il se débarrasse du ballon. Il veut que le ballon sorte de sa main rapidement, mais il prend des bonnes décisions. Il est vraiment très bon. Puis par rapport aux Bears, dans le fond, là, si on revient... J'arrive aux Bears. Pour moi, la différence... C'est sûr que Chicago, leur identité, c'est on a une bonne défensive puis on court avec le ballon. Leur défensive, dans ce match-là, je sais que c'est un court échantillon, c'est juste un match, mais leur défensive a été piétinée. Pollard leur a marché dessus. Puis Dak Prescott a eu 250 verges. Mais comme on se dit, Dallas a levé le pied à un certain moment. Là, à 28-7, je parlais de la défensive, mais l'attaque aussi a levé le pied. Là. Ils ont pas, si l'attaque de Chicago avait produit moyennement, les statistiques d'attaque de Dallas auraient été encore plus grandes. Fait que c'est sûr que vraiment la défensive de Chicago a été overmatch dans ce match-là. Je le sais que ça fait quelques fois que j'en parle, mais Justin Fields... Il en arrache, honnêtement. Là, pour vrai, 150 verges dans ce match-là. Dès que sa première option n'est pas libre, tout ce qu'il veut, c'est courir. Il n'essaye pas de trouver une autre option. Il n'essaye pas de gagner du temps. Tout ce qu'il veut, c'est « je cours ». Il y a encore une fois 60 verges par la course. C'est bon pour un corps arrière, mais en quelque part, c'est pas pour ça que tu es payé là, à un moment donné. Si tu cours dans des jeux prévus pour ça, ou si tu cours parce que tu n'as vraiment pas d'option, puis là, tu vas chercher un gain, ça peut être intéressant. Mais là, Justin Fields, ce qui arrivait, c'est qu'il y a quand même aussi beaucoup de sacs, 4 sacs dans le match parce que il essaye d'aller à gauche, il essaye d'aller à droite, puis vu que le front four de Dallas est bon, ben, il n'y avait juste pas de place pour s'échapper, puis ça devenait un sac. Fait que pour moi, Justin Fields, je sais que je t'en ai déjà parlé dans les dernières semaines, mais je le sens pas super prêt pour... Il y a des beaux flashs. La semaine passée, contre Nouvelle-Angleterre, il y a eu des super beaux flashs, mais je pense qu'il n'est pas prêt pour être un partant dans la NFL encore. Puis, pour terminer sur Chicago, moi, je pense qu'être entraîneur-chef de cette équipe-là, un peu comme Pollard et Elliott, moi, je pense que Khalil Herbert est prêt à prendre la place de Montgomery. Je le sais que Montgomery, c'est un plus gros nom. Il a eu des belles saisons par le passé, mais Khalil Herbert a des statistiques vraiment exceptionnelles. Il est explosif. Il est vraiment bon. Encore une fois, c'est un plus jeune, il a un moins gros nom.
mais il en donne plus que Montgomery. Je sais pas ce que tu en penses, mais c'est surtout, on dirait que Montgomery, il y a eu beaucoup de répétitions l'an passé, cette année aussi. On dépendait beaucoup de lui. Puis là, depuis la bye, donc depuis 2 semaines, là, Justin Fields court beaucoup plus avec le ballon. Khalil Herbert est impliqué dans le plan de match aussi. Ouais. Là, ça fait qu'ils ont comme 3 bons porteurs de ballon, incluant leur corps arrière. Mais dans le fond, il manque peut-être d'options de passe viables, puis un système de jeu adéquat. Tu sais, clairement, quand je dis que Justin Fields a 150 verges, Par la passe, mais combien par la course? C'est ça, 80 verges par la course, puis 150 par la passe. Enfin, pour l'instant, c'est limité. On parlera un peu de la transaction qu'ils ont eue, peut-être à quel point ça peut les aider ou pas aujourd'hui. Exact. Là, dans le fond, on parlera de mon devoir de match maintenant. Vas-y, yes. 49ers contre les Rams. Les 49ers l'emportent 31-14 sans Deebo Samuel. Donc, Marc, pose-moi ta question avant. Par quoi je commence, là? En fait, moi, je veux que tu commences par... Avec ton glaçon dans ta bouche. Avec mon glaçon dans la bouche. Non, mais... Je sais là, que tu vas me parler de McCaffrey puis tout, mais Tu sais pas de quoi je vais te parler. avant, j'aimerais ça que tu me parles des Rams. Okay, Où s'en va cette équipe-là? Qu'est-ce qui se passe? Je vais être franc avec toi. Les Rams, je pense vraiment que c'est un problème d'entraîneur-chef. OK. Sean McVay, excellent entraîneur-chef. Je ne vais rien dire contre ce gars-là. Gagné un Super Bowl. Il s'est rendu Tu viens le quand 5 même ans de Super dire Bowl. que c'est lui le problème. Non, je vais expliquer un peu OK. c'est quoi le problème avec Sean McVay. C'est que quand tu gagnes un Super Bowl, c'est dur, on dirait, rallier les troupes. Les troupes sont fatiguées. Il y a eu beaucoup d'éléments qui ont parti, comme Von Miller qui est parti, OBJ, dans le fond, qui est parti aussi. D'autres wide receivers. Il y a eu des remplacements. Van Jefferson blessé. Il ramène Allen Robinson. Ça ne marche pas au début. Donc, beaucoup de changements à des positions clés. Et Je fais juste rajouter beaucoup de pertes à la ligne à l'attaque aussi des Rams. aussi qui n'aident pas. Parce qu'à la base, les Rams, tu parlais de play action. Moi, je te parlais il y a des équipes qui, leur gagne-pain, c'est pas le play action. C'est avoir un porteur de ballon en arrière qui peut faire des blocs en situation de passe ou qui, s'il n'y a pas de bloc, il devient un peu comme une passe-piège sur le côté. Mais pour moi, un play action, c'est quand il y a la menace de le corps arrière, une feinte, donne le ballon au running back puis décide de soit il donne pour de vrai ou soit il part. Puis là, ils ne peuvent plus partir. Le play action était essentiel à l'attaque des Rams. C'était leur gagne-pain. Puis là, ils ne peuvent plus. Puis non seulement ça, mais ils ont Daryl Anderson, ils ont Cam Akers. L'an passé, il y avait Sonny Michel. Sonny Michel sous-estimait l'importance qu'il y avait dans ce back-là. Beaucoup de gros gains, très explosifs. Ils perdent. Ils se sont rendus compte que peut-être qu'il y avait un trop gros contrat. Fait que tous les contrats qu'ils ont attribués en attaque puis en défensive, comme on parle de Jalen Ramsey, on parle aussi dans le fond d'Aaron Donald, Matthew Stafford, qui ont été payés. Amener, c'est que l'argent il reste acquis. Cooper Kupp aussi, gros contrat, grosse extension pour assurer un peu le marché pour qu'il soit heureux avec son rôle. Donc, ça fait que la masse salariale a dicté à peu de joueurs. Puis je sens qu'avec toutes les pics qu'ils ont donnés, il manque de profondeur. Parce que la ligne à l'attaque, toutes les lignes à l'attaque se blessent. À part peu, là, il y a tout le temps de remplacement, mais là, leur deuxième, troisième option n'est pas viable. Puis ils vont devoir échanger. Mais ils ne peuvent plus maintenant, mais ils vont devoir signer des joueurs qui n'avaient pas d'équipe, qui n'avaient pas de contrat, qui sont encore disponibles, qui ont été coupés, mais qui sont restés en forme, puis ils vont devoir se débrouiller avec ce qu'ils ont là. Fait que, tu sais, des fois, c'est un problème de GM, mais quand je parle de Sean McVay, c'est que son plan de match de play action ne fonctionne pas parce que ta ligne à l'attaque ne fonctionne pas. Change de plan de match. Change de plan de match. C'est que tu as l'impression qu'il ne s'adapte pas. Il ne s'adapte pas ou ce qui se passe, puis ce qui s'est passé dans ce match-là, c'est qu'il y avait un bon plan de match au début. Mais dès que l'équipe porte des ajustements, là, ils sont moins bons puis moins efficaces en deuxième demi. Ils commencent toujours en force, qu'il y a un bon plan de match. Le coach dit « OK, voici comment on va attaquer l'autre équipe. » Mais une fois que l'autre équipe s'ajuste à comment ils sont attaqués, là, après ça, dans le fond, les deuxièmes demi, ça se passe pas bien. Comme là, tu sais, à la mi-temps, c'était 14-10, puis on peut marquer un seul point contre les 49ers. Mais c'est ça. Moi, c'est ça, la stat que j'avais, c'est que quand il restait 1 minute au deuxième quart, les Rams menaient 14-7. Puis ça a fini quoi? 31-14? 38-14? Quelque chose 31-14. comme ça? 31-14. C'est fait qu'ils ont, comme tu dis, ils sont pas capables de s'ajuster en cours de match. Même sans Deebo Samuel, j'ai trouvé les 49ers plus créatifs, plus explosifs, des jeux truqués, mais pas trop de jeux truqués, pas trop de fantaisie, pas des jeux qui sont longs à développer, des jeux planifiés d'avance, des jeux explosifs, mais des joueurs créatifs qui font beaucoup avec ce qu'ils ont. Puis c'était un match, là, vraiment, là, c'était une leçon de coaching selon moi. Les joueurs étaient prêts. Puis, dans le fond, ils se sont ajustés malgré la perte de Mosley en défensive pour les 49ers aussi. Les équipes sont plus à 100%. Tu parles de les Rams avec leur ligne à l'attaque, mais la ligne défensive des 49ers était vraiment là, le pris un dur coup aussi. Les secondaires aussi sont blessés. Donc, veut pas, les 49ers en défensive, c'est une bonne défensive, mais ils ne sont pas à 100%. Mais ils font avec ce qu'ils ont.
Puis on voit qu'ils ont de la profondeur dans les positions. Puis beaucoup de jeunes recrues qui performent bien puis qui paraissent bien. Là, j'ai pas de nom, mais au début, j'étais comme, hey, wow, gros jeu, je connais pas ce joueur-là. Ouais, c'est ça. Puis les 49ers, je vais te dire, en 3 ans, là, je les ai regardés beaucoup parce qu'ils m'impressionnaient. Puis j'avais George Kittles dans mon fantasy football l'an passé, puis il y a 2 ans. Fait que je regardais les matchs, mais surtout, c'était une attaque explosive qui marque beaucoup de points. J'ai revu cette attaque-là explosive et créative qui marque beaucoup de points. Puis fait à noter aussi, c'est qu'ils ont échangé leurs 2 running backs qui étaient là. Donc dans le fond, c'est ça. Ouais. Ils ont fait le ménage un peu, puis tant mieux. J'aime beaucoup, dans le fond, ce qu'ils nous proposent. Ce qu'ils nous ont proposé, c'est un plan de match avec Christian McCaffrey qui court en plein centre, court sur les côtés, capte des ballons. Ce gars-là lance des ballons. lance des ballons, mais ça, l'affaire qui était fou, là, c'est que ça ouvre un livre de jeu. L'affaire qui s'est passée aussi, là, plus tard dans le match, là, là je saute un peu du coq à l'âne. Plus tard dans le match, il y a une super belle séquence qui est arrivée. Pas de début. Le match est encore serré à ce moment-là. Christian McCaffrey a marqué ses 3 touchés. Un par la course, un par la passe, puis il a lancé le ballon, donc une autre passe de toucher dans le fond. Ouais. Et là, passe piège vers la gauche, il est tout seul dans le champ gauche, un peu isolé. Il y a beaucoup de receveurs qui sont vers la droite. Et là, dans le fond, il y a les joueurs défensifs. Il y en a un qui couvre Kittles, qui est le seul qui court vers la gauche, vers le coin de but. Et là, dans le fond, là, super beau jeu du corps arrière. Là, j'ai un gros blanc parce que je te regarde dans les yeux. Garoppolo qui regarde tout le long McCaffrey. Puis à la dernière seconde, il retourne les yeux puis il lance à Kittles. C'était planifié. La menace était tellement grande pour Christian McCaffrey qu'il a attiré tous les couvreurs et Kittles seul, libre. Il est tellement une menace, Christian McCaffrey, que les joueurs trichent pour le couvrir, tellement il est explosif, tellement même s'il y a une assignation qui est respectée, il faut de l'aide à l'assignation pour aider notre joueur défensif. Donc, il a ouvert Kittle encore plus. Puis Kittle, c'est ça le problème, c'est qu'avant, avec les wide receivers qui sont tellement blessés, je comprends pas San Francisco. Ils jouent trop intense. À chaque année, c'est un Ouais. hécatombe de blessures. Ayuk était blessé, il est revenu au jeu, il a eu un bon match, mais Ayuk a eu un bon match vers la fin. Christian McCaffrey a rendu tout le monde disponible. La menace était tellement réelle et explosive pour la course. Puis j'ai senti Christian McCaffrey plus à l'aise. C'était son 2e match. C'était une semaine plus longue pour se planifier. Il y avait eu un match, là, dans le fond, après, je pense, 3 ou 4 jours pour connaître il a été sous-utilisé. Là, il a vraiment appris le livre de jeu. Et là, ils s'en vont en bail la semaine prochaine. Donc, watch out à quand ils vont revenir. Pour moi, ces ajouts-là, ces échanges-là, les rendent vraiment contenders pour se rendre loin en série éliminatoire. Parce que là, tu vas McCaffrey, Deebo Samuel, Ayuk, puis Kittle. Oui. C'est incroyable. Là. Sans oublier les joueurs défensifs aussi. Oui, là, ils ont beau je parle ça à encore l'attaque en plus. pour Ouais. vrai. Comme attaque, j'aimerais qu'on me nomme une attaque avec même les Bills qui sont peut-être... Il y a une statistique à chaque Chiefs. Mais Marc, je t'arrête tout de suite parce que j'ai écouté, dans le fond, le Good Morning Football cette semaine, la semaine dernière. Shout-out à eux. Shout-out à eux, ils sont incroyables. Mais dans le fond, il y a une statistique qui m'a fait vraiment réagir, c'est ils ont un First Team All-Pro à chaque position. Il y en a un pour la ligne à l'attaque, il y en a un pour le running back, il y en a un comme tight end, puis il y en a un comme receveur, qui est Deebo Samuel de l'an passé. Enfin, dans le fond, à chaque position clé, puis je pense qu'il y en a un comme fullback. Je pense qu'ils ont 5 First Team All-Pro en attaque. Le fullback, c'est que Kutchich. En tout cas, je sais pas comment le prononcer, mais c'est à peu près le seul fullback qu'on connaît dans la ligue. Parce que ce gars-là, il t'ouvre là, il t'ouvre des brèches incroyables. Il s'est bloqué, il est explosif. Puis ce gars-là aussi, c'est une option pour capter des passes pièges ou même être porteur de ballon. Tout le monde pense que c'est un porteur de ballon, puis c'est le fullback qui a la balle. Ils ont un livre de jeu incroyable en red zone. Quand ils sont dans la ligne de 20, bien coachés. C'est fou parce qu'on dirait, quand ils se rendent en red zone, tu le sais qu'il va se passer de quoi. Puis il va y avoir des flamèches, il va y avoir des petits jeux truqués, beaucoup de poudre aux yeux, beaucoup de mouvements dans le backfield. Puis tu sais pas trop qu'est-ce qui va se passer. Mais c'est vraiment, ils sont bien coachés, puis c'est surtout les ajustements. Donc, Sean McVay avait un bon plan de match, il a bien préparé son équipe, ils ont bien exécuté en début de match, mais quand ils sont allés à la mi-temps, ils n'ont pas mis un assez gros pointage pour pas rendre accessible la remontée. Kyle Shanahan, il a continué son plan de match à lui, il a trouvé des solutions. Les solutions sont appliquées en deuxième période. Puis tu sais, quand tu marques 14 points en première demi, je m'attends à au moins un autre 7 ou 10 points en deuxième demi, oui. Et là, 0. Ouais. Ils n'ont pas été capables de s'ajuster aux ajustements. Puis souvent, c'est ça qui se passe avec une équipe qui se rend au Super Bowl. Des fois, tu te sens invincible, tu es un peu plus fatigué, tu as plus joué que d'autres équipes, tu as plus joué que d'autres clubs. Et là, dans le fond, oui, c'est un match de division. Oui, c'est un match que historiquement, les 49ers vont gagner en saison. Mais en série, les Rams ont battu les 49ers. Donc, c'est 2 équipes qui font des flamèches. Puis quand je parle d'un match historique, c'est Christian McCaffrey. Il a, avec ses 3 touchés de manière différente, je pense qu'il y a seulement... depuis l'ère moderne là, du football, il y a seulement 4 joueurs qui ont réussi ça. C'est fou, ça. C'est fou. C'est un tour du chapeau avec 3 manières de toucher différentes.
Ma c'est dernière exceptionnel. question pour toi avant qu'on passe aux autres matchs. Oui. Où tu vois San Francisco dans la hiérarchie de la NFC, mettons, tu sais, avec les Dallas, les Ouais. Eagles, les Vikings, toutes ces équipes-là. Où tu les vois? C'est une bonne question que tu me poses. Puis moi, je sens que la division est encore accessible parce qu'ils sont à 4-4. Seattle est à 5-3 en ce moment. Ils sont dans le portrait des wildcards. Il y en a beaucoup d'équipes là-dedans. Je regarde le 4-4, 3-4. Beaucoup d'équipes à 3 victoires, mais les 49ers, je sens vraiment que la bye va faire du bien. Donc la semaine de repos, la semaine de relâche, dans le fond, va faire du bien. Puis moi, je les sens vraiment contender. Même s'ils sont wildcards, ils vont faire des flamèches. La division est accessible. Seattle va avoir des gros match-ups à venir bientôt. Donc tout est possible. Mais je te le dis, là, si moi je suis San Francisco, il n'y a aucune équipe qui me fait rougir. Il n'y a aucune équipe. Ils ont le jeu au sol qui débloque. Ils ont beaucoup de joueurs que c'est comme des joueurs sans position. Debo peut être running back, peut être comme tight end, peut être comme receveur de passe. McCaffrey, même chose. Donc, tu as tellement des joueurs qui sont sans position qu'il faut que tu respectes. Ça donne beaucoup d'informations à une défensive. Puis on dirait que ça va être un jeu d'échecs. Moi, je pense que ça dépend d'y affronter qui en série. Je pense que l'équipe qui peut rivaliser contre San Francisco, c'est les Cowboys. Moi, je sens que si San Francisco affronte Philadelphie, ils gagnent. Vikings, ça va être serré. Seattle, ils gagnent. Atlanta, ils gagnent. Donc, Giants, ils gagnent. Donc, pour moi, il y a peu d'équipes qui peuvent les battre. Ça dépend, ils affrontent qui, quand. Mais je sens vraiment qu'ils peuvent se rendre en demi-finale ou en finale de la NFC. Là. Encore cette année. Puis je pense que la plus belle chose pour leur saison, ça a été la perte de Trey Lance. Ça a changé la reconstruction en hey, on a le même roster que l'an passé. On a fait quelques ajouts, on y va là. Puis tant mieux pour eux. Puis ça change le portrait parce que si Garoppolo gagne le Super Bowl, tu fais quoi avec lui? Après? Ouais, c'est ça. Ça va être le starter le plus heureux. Ben, le backup le plus heureux d'aller. Donc, c'est ça que j'avais à dire là-dessus. Un peu comme Carson Wentz et puis Nick Foles. Nick Foles, man. MVP du Super Bowl. Ouais. OK, fait que dis pas n'importe quoi sur son nom. Non, c'est ça. Bon, alors, match du jeudi soir, je t'amène. Les Ravens battent les Buccaneers 27-22. Ben, j'ai fait beaucoup de promotions sur ce match-là sur les réseaux sociaux parce que c'était mon hot take la semaine passée. J'avais eu raison pour cette partie-là. Tampa Bay est en déroute. Vraiment, la défensive va pas bien. L'attaque va pas bien. Tu sais, en début de saison, je ne veux pas m'éterniser sur Tampa Bay, ça fait plein de fois que j'en parle, mais même en début de saison, on se questionnait, la défensive de Tampa Bay est quand même pas pire. Mais là, le jeu au sol de Baltimore a éclaté Tampa Bay. Je pense qu'ils ont, si je me souviens bien, la statistique, c'est que Baltimore a en haut de 200 verges au sol juste en deuxième demi dans ce match-là. Tu me l'apprends. Mon souvenir. Juste en deuxième demi, ils ont 200 verges au sol Baltimore. Contre Tampa Bay, fait qu'ils ont juste pilé. Là. Puis là, la statistique que je voulais absolument que tu dises de Lamar Jackson, c'est quoi? Encore une fois. 27 en 38, oui, 238 verges. C'est ça. Fait hein? que, c'est une meilleure semaine, mais c'est ça. Pour moi, ce match-là confirme que Tampa Bay ne fera pas les séries éliminatoires, mais pour moi, c'est pas tant de confirmation pour Baltimore. Je trouve que Baltimore, oui, là, ils sont premiers dans leur division. Je ne sais pas jusqu'à quel point ils peuvent rivaliser dans la NFC. J'ai hâte de voir qu'on a des match-ups un peu plus tight dans la AFC. À moins que tu aies autre chose à dire sur ce match-là, moi, j'ai une dernière chose à dire que je veux faire un mea culpa. J'ai pas d'opinion particulière qui va changer par rapport aux semaines précédentes. Donc, moi, c'est juste que c'est un match que j'ai aimé voir. Mais on en a parlé beaucoup de Tampa Bay, de Baltimore. Baltimore, c'est un 5-3, chancelant encore une fois. Puis Tampa Bay sont en déroute, puis il y a beaucoup de blessures. Donc, ça prouve rien pour Baltimore. Mais pour Tampa Bay, ça nous convainc que là, ça devient très difficile pour eux. Ouais. Mon mea culpa, c'est qu'il y a quelques semaines, je me souviens même plus c'était dans quel match. Il y a un match qui s'était décidé, un gars qui recevait un botté de dégagement, puis le joueur de l'autre équipe, il avait poussé. C'est arrivé encore, hein? C'est arrivé encore dans ce match-là. Puis les annonceurs, ils ont expliqué le règlement. C'est que quand tu demandes un fair catch, les joueurs de l'autre équipe ne peuvent pas te toucher, mais tes joueurs à toi peuvent te toucher même s'ils ont été poussés par les joueurs de l'autre équipe. Fait que c'est aux joueurs de get the fuck out. Exactement. Ce que ça veut dire, c'est que quand tu es un retourneur de botté et que tu demandes un fair catch, c'est ta job de crier ou whatever, c'est quoi le signal que tu as avec tes coéquipiers pour que tes coéquipiers comprennent de courir get the fuck out. Fait que c'est pas une pénalité, c'est legit, c'est ça le jeu à faire. Si t'es le gars, tu le pousses dedans. Tu le pousses dedans. Voilà, fait que c'est ça que je voulais dire.
Moi, juste une dernière statistique, encore une fois, Leonard Fournette, 9 attempts, 24 verges. Donc, ça va pas. Deux matchs de suite qu'ils ont trouvé la solution contre lui. Ouais. Peut-être dû à la ligne à l'attaque, mais Fournette aussi, là, la rumeur disait qu'en début d'année, il était un petit peu en surpoids. Puis dans le fond, au début, il se disait même il allait signer ailleurs. Il allait signer pour les Ravens, justement. Puis c'est Tom Brady qui l'a ramené. Il fait comme, hey, tu fais quoi, là? C'est-tu vrai les rumeurs comme toi, tu vas signer là-bas? Reviens ici. Il est retourné là-bas, mais il n'était pas comme 100% focus ou concentré. Donc, c'est sûr que là, ça paraît là, down the stretch, comme qu'on dit. Exactement. Quand on arrive plus tard. Ouais. Là, les Eagles gagnent 35-13 contre les Steelers. C'était dans le fond là, à prévoir. Les Eagles qui sont encore une machine de football. Super bon match. A.J. Brown, 3 passes de toucher. Pour un super beau match. Puis les Steelers ont quand même montré des bribes en défensive là, que j'ai trouvé super intéressantes. Puis Kenny Pickett, c'est l'homme de la situation. Pour vrai, moi, je sens que cette année, c'est une reconstruction. C'est bien correct. Ils ont la fiche qu'ils auront. C'est vraiment la plus belle affaire qui peut se passer. Parce que quand tu as un bon corps arrière, puis j'en parlais avec un match bientôt qui va se passer avec. Je prends un petit peu de mon temps d'antenne par rapport aux Steelers. Les Bengals, ils ont drafté Joe Burrow, comme on dit. Puis lui, dans le fond, première saison, là, même avant sa blessure, c'était une fiche en bas de 500. Puis là, dans le fond, il ajoute Ja'Marr Chase, un top 5 receveur de la Ligue. Là, receveur de la Ligue, mais dans les choix. Un 5e choix dans les tops en première ronde. Et ça fait toute la différence. Puis on voit comment il a manqué à cette attaque-là. Donc, pour moi, la meilleure affaire qui pourrait se passer pour les Steelers, c'est termine bas, prend un bon wide receiver. Va chercher un choix top 3, peut-être même un bon running back, parce qu'en ce moment, ils ont en tout cas tout dépendamment Najee des reste options. deuxième année. Ça dépend de Warren, comment il se débloque. Ça dépend un peu de bien des affaires. Mais moi, je te dirais qu'un bon wide receiver, pour venir complémenter Deontay Johnson, puis aussi Pickens qu'on vient d'avoir. Fait imagine que tu rajoutes un troisième, un peu comme Tyler Boyd, puis puis T. Higgins. Ces deux-là, ben dans le fond, tout le monde dit que des bonnes choses sur eux, mais l'ajout de Ja'Marr Chase rend l'attaque incroyable. Puis moi, je pense que peut-être c'est la meilleure affaire qui pourrait se passer pour les Steelers, c'est rajoute un bon top wide receivers l'an prochain, puis l'attaque débloque, puis ça pourrait vraiment aider. Donc, moi, c'est ça, c'est là où j'en suis. La saison, moi, je vais continuer à cheerer pour les Steelers. Une année de reconstruction, ça arrive à tous les clubs, mais l'affaire que j'aime, c'est qu'ils n'ont pas fait une vente de feu. Ils vont garder leur bonne défensive pour l'an prochain, puis ils vont ajouter des éléments à l'attaque pour l'an prochain. Donc, pour moi, je suis quand même encouragé de la manière qu'ils dirigent l'équipe. Je sens qu'ils sont de bonne main avec Mike Tomlin, puis l'avenir est beau pour les Steelers. Donc, moi, je suis encouragé quand même. Tu sais, 35-13, c'est un score, mais on parle de l'équipe qui est 7-0 en ce moment dans la Ligue. Oui, tu joues contre la meilleure équipe de la Ligue. La grande différence, je t'en parlais, moi j'ai peur pour les Eagles parce qu'ils ont amené le match, était hors de portée. Tout le monde le savait, tout le monde le voyait. Les starters ont joué jusqu'à la fin, ils voulaient faire un statement. C'est une équipe qui est jeune, autant head coach, nouveau deuxième année, beaucoup de joueurs jeunes. Ils n'ont pas beaucoup qui sont restés de leur conquête du Super Bowl. On parle de Jason Kelce, leur centre, mais je pense vraiment qu'il faudrait qu'ils pense un peu à la fin de la saison. Pense à long terme plus que maintenant. Pittsburgh. Oui, c'est ça. C'est qu'un peu comme les Bills qui ont reposé la majorité de leurs starters au troisième quart, en deuxième demi. Donc, moi, j'ai peur pour les Eagles. Je trouve que c'est un peu d'immaturité. Puis j'ai peur à une blessure importante. Ils sont à un A.J. Brown blessé aux chevilles de perdre au premier tour des séries éliminatoires. On en parlait avant de commencer l'enregistrement du podcast. Devonta Smith, il est complètement absent. Il est pas là, ça se passe pas bien. Puis dans le fond, le jeu au sol n'a pas tant été bon contre les Steelers. Les Steelers ont muselé le jeu au sol. Dans le fond, moi, je regarde tu perds A.J. Brown, cette attaque-là est complètement différente. Oui, puis tu sais, je regarde les équipes dans la NFC, puis ils ont toutes des bonnes défensives. Fait que les Eagles, là, ils peuvent pas... tu sais, ils ont eu de la misère à battre Kyler Murray puis les Cardinals. Tu sais, ça s'est joué à la toute fin du match sur un placement. À la fin, c'était 17-17 pendant longtemps. Ouais. Fait tu sais, c'est 17-0, ils remontent à 17-17, puis sur un field goal à la fin du match, tu gagnes. Ils ont de la misère à battre les Cards. Fait que n'importe qui avec une bonne défensive peut museler les Eagles. Puis j'ai peur pour eux en série. Parce que moi, je les vois pas gagner le Super Bowl. Je les vois même pas en finale, je vais dire tout de suite. Je suis pas convaincu encore. Ils n'ont pas fait face à beaucoup d'adversité. Puis j'ai peur pour eux. Ben, tu sais, moi, tu sais mon opinion depuis le début de la saison. C'est pas la première fois que je dis ça, mais pour moi, la NFC déçoit beaucoup cette année. Moi, je pense que le Super Bowl, ça va jouer dans la AFC cette année. Il y a trop de bonnes équipes dans cette AFC. Division-là, avec les Cowboys et les Giants qui est talonnent. Là, ils sont à une défaite de peut-être même pas terminer premier de la NFC. Là. C'est hallucinant. C'est wildcard, là. T'as même pas de match à domicile. Rapidement, là, Broncos gagne 21-17 contre les Jaguars. Un match à Londres. Travis Etienne, wow. Je sais que tu me l'avais vanté depuis le début de la saison. Je m'incline. Wow. Vraiment exceptionnel. Dans la défaite, il paraît extrêmement bien. Vraiment.
Puis Je veux- Vas-y. Je ne vais pas trop m'étendre sur ce match-là. Russell Wilson a paru un petit peu mieux dans ce match-là. C'est probablement parce que sur le vol pour se rendre à Londres, il a fait pendant 4 heures des high knees dans l'allée. Pendant que ses Pendant joueurs qu'ils essaient de essayaient de dormir. dormir. Oh mon Fait que Dieu. ça, c'est tout un leader. Bravo. Je félicite ton scouting de la semaine passée du tight end Dulcich. Félicitations. Merci. Je te lève mon chapeau. Je sais que tu aimes ça quand j'arrive avec des statistiques un peu outside the box. Vas-y. J'ai une statistique outside the box pour toi. Parle-moi. Les Jaguars de Jacksonville, leur différentiel plus et moins, fait que le nombre de points marqués par rapport au nombre de points accordés, au premier et au troisième quart, ils sont premiers dans la ligue. Au deuxième et au quatrième quart, ils sont la deuxième pire équipe de la ligue. Oh my God. Pour moi, ce que ça veut dire, ça, c'est que c'est une équipe qui est bien coachée. Ce que ça veut dire, c'est qu'avant le match et à la mi-temps, les coachs préparent très bien leurs joueurs, mais qu'au fil du match, ce sont des joueurs qui manquent d'expérience, qui manquent de leadership, que pendant le match, ne sont pas capables de s'ajuster. Fait que pour moi, c'est vraiment une équipe qui va performer so-so cette année, mais si on continue de bâtir là-dessus, moi, je pense qu'il y a un avenir qui peut être prometteur à Jacksonville. Soit avec Doug Peterson. Exactement. Ouais. Moi, ce qui m'inquiète, je suis très franc, ce qui m'inquiète un petit peu, Trevor Lawrence, j'ai pas l'impression qu'il progresse cette année. Moi, c'est mon question mark. Je sais que dernièrement, il y a une couple de semaines, je t'avais dit, tu sais, c'est une défaite, il va apprendre, il a fait quelques erreurs, il va apprendre de ça. Tu sais, Trevor Lawrence, il s'est fait intercepter à la ligne de 1. Ouais. Il y a un fumble quand il a hésité, il a regardé à peu près, j'exagère, mais pendant 12 secondes, il a cherché un receveur. Il s'est fait faire un fumble. La dernière séquence du match, il a fait une interception. C'était une mauvaise passe. La passe était derrière son receveur. C'est des décisions que j'ai l'impression qu'ils se répètent à chaque semaine. Fait que moi, c'est vraiment mon interrogation. Il y a des beaux flashs, il y a un potentiel, mais j'ai l'impression qu'il ne progresse pas cette année, Trevor Lawrence. Peut-être qu'il y a encore de la misère à lire les défensives. T'sais, pour un corps arrière, Ouais. ça peut prendre du temps à lire les défensives et à voir qu'est-ce qui est caché. Puis les Broncos, c'est beaucoup de schémas défensifs durs à lire. C'est une des top défensives dans la ligue. Beaucoup de talent. Donc, c'est sûr que ça devient difficile quand tu sais que ta défensive camoufle des choses. Il a l'air en contrôle parce qu'il est calme, mais peut-être qu'il ne sait pas vraiment ce qu'il fait face à une défensive aussi bonne que les Broncos. Ça se peut. Puis ça l'a paru dans ce match-là. Chapeau aux Broncos. La défensive qui fait un beau match, mais aussi l'attaque qui était capable de marquer des points, contrairement à d'autres semaines. Absolument. Falcons gagne 37-34. Si ce n'était pas une pénalité pour avoir enlevé le casque à la toute fin du match de DJ Moore pour un extra point au lieu de 30 verges, de 45 verges. 45 verges. 30 verges, c'est presque automatique. Ouais. Mais 45, il y en a qui manquent. Puis ils ont manqué le extra point. Ils vont en prolongation. Placement manqué. Placement Puis les raté. Falcons gagnent 37. Pour 34. vrai, j'étais à ça que mon hot take il marche. Pour vrai, le kicker de Caroline, là. Bou. Non, mais c'est parce que c'est un long placement aussi en prolongation. C'est genre 53 Oui, non, verges. je comprends, mais comme, en tout cas, bou. Non, c'était pas 53 verges, c'était à côté. C'était à côté, en prolongation, ce qui est arrivé. Pourquoi ils ont eu un... Check tes stats. Non, toi, check tes stats. Je me suis dit, en prolongation, pourquoi Caroline s'est ramassée à avoir une tentative de placement? C'est qu'ils ont fait une interception, puis le gars, il a ramené ça à la ligne de 20. La défensive a pick Mariota en prolongation. Ils ont ramené le ballon à la ligne de 20. Fait que c'est un field goal, là, une trentaine de verges, là, qui a raté le botteur de Caroline, là. C'est quoi son nom? Je sais même pas c'est quoi son nom. D'après moi, il y a plus personne qui va le prendre. C'est-tu Eddie Pinheiro? Oui, c'est Pinheiro. Oui, c'est Pinheiro. D'après moi, c'est une trentaine de verges qu'il a raté, là. Julien est en train de checker les stats. Ah, OK. Field goal. One extra missed. Check ça. Entre 30 puis 39, ouais. Puis il en a manqué un autre de entre 40 puis 49. Ouais, c'est ça. Fait il en a manqué deux. Un de Manqué 30, deux, 39 puis il a et un de manqué 40, un extra 49. point, là. Ouais, mais DJ Moore, il va s'en vouloir. Mais oui, je Moi, suis d'accord que DJ Moore va s'en vouloir. dans Mais la- tu sais, je veux pas m'éterniser là-dessus, mais Non, dans la honnêtement, défaite- c'est deux defs qui sont pas bonnes. C'est là. ça. Pour vrai, c'est deux Dans defs. la défaite, PJ Walker, qui n'était pas Kenneth Walker, mais qui était vraiment PJ Walker, Oui. le carrière des Panthers, paraît extrêmement bien. Oui. Donc, chapeau, c'était leur troisième QB. Personne n'attendait
undrafted free agent, un ancien de la XFL avant que la pandémie frappe. Puis dans le fond, tant mieux pour lui qu'il s'est trouvé une niche puis que ça fonctionne bien avec les Panthers. Ouais. J'ai souhaité beaucoup de succès à PJ Walker. C'est un match qui a été ultra excitant. Pour vrai, j'ai regardé ce match-là presque au complet. C'est un match excitant, mais c'est pas deux bonnes équipes, honnêtement. On va dire les vraies choses. Là, même si Atlanta est premier de sa division en ce moment, c'est ça l'important. Voilà, c'est ça. Voilà. Les Dolphins l'emportent 31-27 contre les Lions. J'ai pas vu le match, mais les Lions, dans le fond, qui à 4 points, ils ont peut-être failli faire prendre une surprise. Donc, ouf, ils l'ont emporté. Dommage pour les Lions qui marquent 27 points et non 0 cette fois-ci. Oui, ils sont quand même. L'attaque est quand même revenue. L'attaque est là, je suis très content pour eux. Les Vikings l'emportent 34-26, mais la convaincante contre les Cardinals, qui ont été capables de protéger leur avance, mais aussi de marquer le toucher pour clore là, en fin de match sur un toe drag catch de leur tight end Irv Smith qui s'est blessé. Parce que le défenseur est tombé sur ses chevilles. Comme de fait, il gagne le match, mais il est blessé aux chevilles. Donc, je ne sais pas, il va revenir quand. Mais pauvre gars, il fait le catch spectaculaire du match. Puis, il faut que le défenseur il tombe dans les chevilles puis que ça le blesse pour la suite. Arizona, je ne la saisis pas, cette équipe-là. On s'en parlait avant de commencer l'enregistrement. Ils ont beaucoup d'armes à l'attaque. DeAndre Hopkins, Robbie Anderson, de Moore, c'est ça qu'on disait, j'oublie son nom. Là, Randall Moore. Tu as Zach Ertz qui est là. Tu as AJ Green qui est là. Tu as énormément d'options à l'attaque. James Conner. Le James Conner était blessé dans les dernières semaines. Je ne saisis pas cette équipe-là. Ils sont comme pas capables de se mettre en vente. Pourtant, ils ont une bonne défensive aussi. Là. Ils ont quand même une bonne défensive. Leur coach en chef a une bonne réputation. Il est là depuis longtemps. Il devrait connaître les joueurs et le système de jeu aussi. J'ai l'impression que la sauce, ça ne pogne pas. Ça lève. Je ne sais pas ce qui se passe. Minnesota sont 6-1. Ça reste que, pour moi, j'avais dit que s'ils gagnaient, j'allais être un peu plus convaincu. Je suis un peu plus convaincu. Moi, je suis très convaincu. Mais même à ça, je regarde dans la NFC. Pour moi, là, en ce moment, Eagles sont meilleurs qu'eux autres. Les Cowboys sont meilleurs qu'eux autres. Seattle est meilleur qu'eux autres. Les 49ers sont meilleurs qu'eux autres. Fait que oui, ils sont 6-1. Mais pour moi, ils ne sont pas dans les 2-3 meilleures équipes de la NFC. Moi, je ne suis pas d'accord, Marc. Je suis pas d'accord. Pour moi, ils sont dans les 2-3 meilleures équipes de la NFC. Puis ils vont te prouver le contraire. Selon leur fiche, oui. Je peux pas leur enlever leur fiche. Je peux pas leur enlever leur fiche. Je suis pas quelqu'un de fiche. Parce que moi, je viens de te dire que les 49ers, c'était une des meilleures équipes de la Ligue. Puis tu sais, je te le dis, là, pour moi, les top 4 équipes, je vais te le dire tout de suite, les top 4 équipes, marque mes mots, puis ça risque d'être ça le carré d'as pour la NFC. Là. Les top 4 équipes, on enregistre ça. Minnesota, Seattle, Dallas, San Francisco. Parfait. C'est mon top 4 de la NFC. Puis il n'y a personne qui peut me dire le contraire. Sauf toi, là, mais tu sais, moi, mon but, c'est juste laisse-toi surprendre parce qu'ils font pas de flamèche. C'est un petit marché. Ils ont pas des gros noms, mais on dirait, hey, tu vois là, leur corps arrière, là, dans le fond, là, Kirk Cousins courir vers la droite, sauter par l'avant. C'est quand la dernière fois qu'il a fait ça? Mais je te le dis, Dalvin Cook, explosif. Je m'excuse d'avoir coupé le match. Non, c'est bien Dalvin Cook, là, je te le dis, il y a des bons matchs et des mauvais matchs, mais les mauvais matchs, c'est à cause que les équipes ont un plan de match contre lui. C'est pas lui qui est rendu lent ou moins explosif. C'est encore le Dalvin Cook qu'on connaît, qui a un potentiel explosif, qui est bon pour trouver les brèches. Puis c'est vraiment là, une source fiable de je gagne entre 4 et 8 verges. Là. Pour vrai, ça se passe bien. Moi, je te dis, il y a une équipe qui surprend, mais on n'en parle pas beaucoup, puis tant mieux pour eux. Ils sont pas overlook. Puis ça fait qu'ils se faufilent, mais ils ont un bon entraîneur-chef qui a un bon plan de match. J'oublie son nom, là, mais c'est O'Connell, je pense. Mais c'est un nouveau cette année, là, exact. O'Connell ou O'Donnell. Mais O'Donnell, pour vrai, là, j'aime beaucoup ce que les Vikings proposent. Moi, j'achète. Tu disais que c'était une mauvaise équipe, mais moi, je trouve que c'est une très bonne équipe. Puis le temps va nous le dire. Je dis pas que c'est une mauvaise équipe, mais pour moi, leur fiche de 7-1 et 6-1 sont 6-1. 6-1. C'est comme trop par rapport à ce qu'ils sont. C'est une bonne équipe, puis ils méritent clairement d'être premiers de cette division-là. On en parlera plus tard des standings, Marc. Là, on va parler des revues de match pour l'instant. Je t'arrête tout de suite. Il faut qu'on me parle des Saints 24-0 des Raiders. Les Raiders, j'ai même pas de mots. J'ai même pas de mots. Davante Adams. Davante Adams qui finit avec 2 verges dans le match. Tu sais, Josh Jacobs, qu'on disait que ça levait dans les dernières semaines, je pense qu'il finit avec 50 verges. Il n'y a rien qui a marché pour Las Vegas dans ce match-là. Puis pour les Saints, tout a marché. C'est ça, les Saints, c'est tout l'inverse. Je ne veux pas m'éterniser sur ce match-là, mais vraiment, Las Vegas sont rendus à 2-5. La chaîne a débarqué, là. La chaîne a débarqué avec ce match-là. Les Saints à 3-5 se rapprochent d'une fiche à 500. Ils sont juste à un match de la tête de leur division, les Saints. Mais en fait, oui, mais
les autres équipes vont commencer à gagner aussi. Fait que pour l'instant, ils sont à un match. Oui, c'est ça. Mais je sens vraiment que ça va prendre 2 matchs. S'ils peuvent gagner 2 de suite, ils pourraient peut-être arriver à égalité à leur division ou peut-être faire les wildcards, mais il faudrait 2 matchs de suite. Là. Ben moi, je pense que dans cette division-là, la NFC South, Caroline, Tampa Bay, Atlanta, puis les Saints, il n'y a personne qui va faire de wildcard là-dedans. Là. Il y a une équipe qui va gagner sa division, puis c'est tout. Il n'y a personne qui va faire de wildcard. Je pense que oui. Pour l'instant, ils sont à une victoire d'Atlanta. Les Patriots l'emportent 22-17 contre les Jets. Wow. Les Jets qui ont failli Vas-y. gagner le match, mais le jeu du match, pour moi, j'ai pas vraiment vu le match, mais la grosse différence, c'est que ça aurait pu être 17-3 à la mi-temps, mais roughing the passer, il y a quelqu'un qui a poussé Matt Jones vraiment à décaler. Mhm. La pénalité était méritée. Ça, c'est un roughing the passer qui était vraiment pas nécessaire, mais ça annule un pick six. Puis les Patriots ont marqué sur la séquence, donc au lieu de que ça soit 17-3, c'était 10-10 à la mi-temps, puis ça a changé le match. Un match ultra serré, les pénalités ont coûté cher aux Jets, puis j'espère qu'ils vont prendre de ça parce que c'est une division extrêmement serrée en ce moment. Tout le monde est à 500 ou plus. Puis il y a des bonnes équipes là-dedans. Ça va s'entretuer pour la dernière place en série éliminatoire. Puis New England, c'est beaucoup en dents de scie, là. La semaine passée, ils se sont fait battre par Chicago. Ça venait un peu de nulle part. La défensive s'est fait traverser. Là, une belle performance contre les Jets. Fait que c'est très en dents de scie. J'ai de la difficulté à saisir cette équipe-là. Je ne sais pas trop ce que ça va donner. Moi non plus, parce que c'est vraiment un peu bizarre ce qu'ils nous proposent avec leur plan pour le QB. Ouais. Mac Jones est revenu à son Leur poste de partant pour l'instant. Défensif qui est élite, sauf la semaine passée, qui connaissent Contre les Bears. qui sont éclatés par les Bears, mais qui sinon jouent très, très. Ouais. J'ai de la difficulté à les saisir. Les Titans l'emportent 17-10 contre les Texans. Un match de division, donc un match serré, 2 bonnes défensives, dans le fond, qui se connaissent bien, mais bonnes défensives. Texans ne sont pas élites, mais ils connaissent très bien les Titans. Ils ont un bon plan de match pour eux. Donc, ce match serré, je pensais qu'elle allait être peut-être un peu plus haut score. Moi, j'en ai peut-être un 24-20 ou 24-17. Mais c'est 17-10. Derrick Henry, gros match. Faut juste pas oublier que Tannehill n'a pas joué ce match-là parce qu'il est blessé. Fait que, tu sais, Tennessee, juste de sortir de là avec une victoire, ton carré n'est pas là. Tu dis match de division, mon carré n'est pas là, je sors de là avec une victoire, peu importe le score, Oui, on tout à passe au fait. prochain. Tant mieux pour eux. Commanders l'emportent à la fin du match 17-16 contre les Colts. Les Commanders, j'aime ce que je vois. Ils ont beaucoup de bons éléments dans cette équipe-là. Ouais, ils ont 3 bons wide receivers actuellement. Un 4e qui est blessé. Ils ont Tyler Haneke qui était là l'an passé, qui est un backup que je trouve vraiment un des meilleurs backups de la ligue au niveau du cœur, éthique de travail, puis aussi ce qu'il me propose sur le jeu. Fait pas d'erreur, tourne pas la balle trop. Puis dans le fond, là, il donne des chances à ses receveurs, puis ils font des beaux jeux. Puis pour vrai, la chimie avec McLaurin, là, wow. C'est exact. Puis moi, je pense que les coachs commencent à sentir la soupe chaude. Le DG, le coach, je pense, commencent à sentir la soupe chaude. Ils ont congédié leur coordonnateur offensif. Je ne sais pas si c'est aujourd'hui ou hier. Là, Ouais, mais hier. Exact. Mais je pense qu'ils commencent à sentir la soupe chaude. Là. Ce qu'on comprend, c'est que c'était pas nécessairement Matt Ryan le problème. Jonathan Taylor a une saison ultra décevante aussi. Il n'y a rien qui marche dans cette équipe-là là, en ce moment. Oui, c'est un peu partout. C'est ça. Le bateau coule de partout. Ouais. Les Seahawks l'emportent 27-13 contre les Giants. Si je te nomme 4 équipes, Caroline, Chicago, Green Bay puis Jacksonville. Toutes des fiches perdantes que tu pensais avoir une place en série éliminatoire. Non, pas tous. Non, j'ai juste lu Oui, avec oui. la fin. Là. Fait que je répète, Je voulais Caroline, attaquer tes Chicago, Packers. Là. Caroline, Chicago, Green Bay, Jacksonville. Ce sont 4 équipes qui, avec le recul, là, on est rendu à la mi-saison ou presque, ce sont 4 mauvaises équipes dans la NFL cette année. Répète les 4, s'il te plaît. Caroline, Ouais. Chicago, Ouais. Green Bay, Ouais. Jacksonville. Ouais. Tu sais, en début de saison, on pouvait dire que Green Bay était une bonne équipe. À cause d'Aaron Rodgers, mais manque d'éléments Oui, exactement. à clairement. l'attaque. Puis la défensive. À la mi-saison, Ouais. on peut dire que Green Bay est une mauvaise équipe. Ouais. Ce sont 4 des victoires des Giants. Moi, je pense que les Giants, plus la saison va avancer, moins ils vont avoir une fiche reluisante. Moi, je pense qu'ils ont les été Giants un ont peu... battu les Ravens aussi, qu'on trouve chanceux. Oui, qu'on trouve chancelant aussi. Fait que, tu sais, moi, Mais les Giants, Leur- ils n'étaient pas dans mon top 4. Hein. Non, je le sais, mais je sais que dans les dernières semaines, autant toi que moi, on a un peu... On est surpris. On a été surpris et on a un peu hypé cette équipe-là. Moi, je pense que là, ils ont frappé une bonne équipe. Seattle, c'est une bonne équipe. J'en parlais la semaine passée que c'est une équipe qui est complète. J'aime beaucoup ce que je vois de Seattle. Moi, je pense que les Giants, que là, ils vont affronter les Eagles, ils vont affronter les Cowboys dans leur division. Moi, je pense que là, tu sais, ils sont partis 6-1. Moi,
Moi, je serais pas surpris qu'ils finissent pas avec bien plus que 9 ou 10 victoires. Là. Pour ce match-là, le mot de la fin, Seahawks, dans le fond, Tyler Lockett l'a bien dit à la fin du match. Moi, j'ai vu juste les highlights, je ne veux pas trop parler de comment la manière ça s'est fait, mais il a dit c'est le fun parce que c'est fou comment on gagne puis que c'est simple puis tout le monde est heureux quand on s'en fout qu'il y a du succès. Des fois, c'est par la course, des fois, c'est par la passe. Tout le monde bloque, tout le monde aide. Pour vrai, là, j'ai envoyé une petite vidéo où est-ce que sur le toucher de PJ Walker, oui. qui est facile. Pas PJ, Kenneth Walker. Kenneth Walker, oui, excuse-moi, je me trompe. Trop de Walker, man. Puis il marche pas, il court. Runner. Okay, donc, Runner. Kenneth Walker, qui marque un toucher. Puis dans le fond, il manquait comme une espèce de... Le secondaire a été complètement confondu par DK Metcalf qui court vers le fond de la zone de but à gauche. Puis il fait comme s'il attrapait un ballon. Comme il a lancé sa main dans les airs comme pour dire « Hey, je suis libre ». Puis là, il a fait semblant d'attraper une balle qui venait des airs. Puis le défenseur met sa main pour essayer de couvrir une balle qui n'arrive jamais. Puis il se rend pas compte tout ce temps-là que c'était un jeu de course. Il a vraiment mis en déroute la défensive. Donc, pour être tout le monde met le petit extra. Il aurait pu se dire, c'est un jeu de course, je me force pas trop. Il a mis toute la gomme pour vraiment essayer de prendre avec lui des éléments de la défensive adverse. Puis chapeau, non, pour vrai, il y a un bon système de jeu, tout le monde joue pour les autres. Je trouve ça vraiment beau à voir et inspirant pour Seattle. Moi, la seule chose qui manquait dans la citation de Tyler Lockett qui disait que c'est le fun de voir nanana, moi je pense que ce que tu as oublié de rajouter dans cette citation-là, c'est que Tyler Lockett il a dit c'est le fun de voir qu'il n'y a personne qui s'entraîne dans l'avion quand on se déplace en 2 matchs. Puis il a aussi dit d'autres choses, mais ça serait trop niché comme référent. Mais il a vraiment lancé des flèches à Russell Wilson. Ouais. Russell Wilson, qui en entrevue d'après-match, il dit « you know » plus souvent que n'importe quoi. Je veux pas dénigrer là, mais on voit un peu sa vraie nature. Puis bravo Seattle, ouais. Le vol de l'année. Pour vrai, Seattle, le DG de Seattle, c'est du génie cet échange-là. Le vol de l'année. C'est incroyable. Les Bills gagnent 27-17 contre les Packers. Avant de donner ton opinion, je vais donner la mienne rapidement. Vas-y. Parce que je veux vite parler de la semaine prochaine qui va être vraiment importante à niveau de pour plusieurs équipes. Ouais. Mais les Bills... vraiment, là, tu sais, 27-17, laissez-vous pas venir par le score. Ça n'a jamais été proche. Puis les Bills, en deuxième demi, ils ont juste écoulé le temps. Singletary n'a jamais eu autant de toucher, ouais, de rep, là, de touches. Il n'a jamais touché autant au ballon pour juste écouler la cloque. Mais le problème, c'est que les Packers, ils se sont rappelés en deuxième demi que leur force, c'était courir la balle. Ils sont avec un plan de match de Aaron Rodgers, il tente plein de passes. Ça marche pas. Puis, tu sais quoi, en deuxième demi, ils ont juste manqué de temps parce qu'ils se sont rendus compte que les jeux explosifs, c'était Aaron Jones puis AJ Dillon qui les a eu. Puis quand ils sont mis à courir la balle, ils sont mis à mettre des points. Ça a libéré les wide receivers qui ont fait des super gros catchs pour lui, qui ont couru des bonnes routes. Puis ils ont pu courir des bonnes routes parce qu'ils étaient en 1 contre 1. Parce que la course était une réelle menace. Fait que moi, là, perdez-vous pas par les analystes qui disent « Ah, Von Miller, t'es allé voir Aaron Rodgers pour dire pourquoi vous courez autant que la balle. » Non. Von Miller, toi, tu voulais juste avoir plus de sacs du corps puis dire « J'ai saqué Aaron Rodgers. » Mais la vérité, c'est qu'il aurait dû courir beaucoup plus tôt. Dès le début du match. Puis pour vrai, les Packers, arrêtez de dire on a payé ce gars-là 50 millions par année. Il prend 22% de ma masse salariale. Tu as beau être back-to-back MVP. C'est pas votre identité. Non, en ce moment, c'est une bonne course avec une bonne défensive, mais tu tires tout le temps de l'arrière. Puis tu n'as pas une équipe pour tirer de l'arrière. Tu as une équipe pour prendre le contrôle du tempo du match. Arrête de passer 50 fois. Puis donne la balle à tes 2 running backs qui sont élites. Tu as 2 excellents running backs qui sont les meilleurs athlètes, comme on en parlait. Enfin, je sais pas ton opinion, si tu es d'accord ou pas avec moi, mais moi, c'est les Packers se sont sortis. En fait, ils n'ont même pas rentré dans le plan de match qu'ils auraient dû avoir pour aborder les Bills. C'est drôle, hein, parce qu'on ne s'était même pas parlé de ce match-là. Puis garde les notes que j'avais prises ici dans mon cahier. Le score ne reflète pas le match. Buffalo ne s'est juste pas présenté en deuxième demi. J'ai écrit exactement ce que tu as dit. Moi, la seule chose que je veux rajouter, c'est qu'en entrevue à la mi-temps, Matt Lafleur, il a dit, tu sais, il y a tout le temps quelqu'un qui va interviewer les coachs. Oui, au début du troisième quart. Quand ils reviennent. Puis Matt Lafleur, il a dit, je veux qu'on joue cette deuxième demi-là comme si le score était 0-0. Puis c'est exactement ça qu'ils ont fait. Pour vrai, il n'y avait aucune urgence dans le jeu de Green Bay. Tu sais, même si on tirait de l'arrière par beaucoup de points. C'est là que ça a payé. On courait. Non, mais pour moi, le problème, c'est pas de courir, c'est que on prenait tout le temps le 40 secondes avant de mettre le ballon en jeu. C'était tout le temps des gros caucus. C'est aucune urgence, aucune. J'ai une question pour toi. Oui. Penses-tu que les Packers, ils ont juste voulu limiter les dégâts pour dire on va écouler le temps, comme ça, les Bills vont pas nous mettre 50 Moi, points je pense dessus? que oui. Moi, je pense que à la mi-temps, là, Aaron Rodgers, il a dit, et l'équipe, parce que moi, je pense qu'Aaron Rodgers, il emmène très large là, dans ce vestiaire-là. Il a dit, regarde, on veut juste pas se faire éclater 45-0. Là.
on va C'est ça qu'ils courir, on voulaient va pas, gruger ouais. le temps, puis merci, bonsoir, on va s'en aller chez nous. Puis, ça va C'est être ça. plate de voir ça. Tu sais, je suis même pas un fan des Packers. Je trouve ça plate de voir la tenue que les Packers ont tenue dans ce match-là. C'est une saison ultra décevante. Là. Ils ont donné aux tu sais, Bills une victoire facile, puis les Bills, ils sortent de là avec pas de blessure, puis une victoire en Petite poche. game Donc, facile, bravo. là, Ouais. petite game facile, merci, bonsoir, walk in the park. Ils ont puis, brisé l'esprit d'Aaron Rodgers en première demi, puis la deuxième demi, c'est juste fait tout ça. Exact. Puis les Packers, je vous le dis, là, ils font pas les séries cette année. Là, aucune chance que ça se passe. Là. Petit ménage à faire peut-être. Ouais. Là, dans le fond, là, les Bengals et les Browns surprennent parce que les Browns l'emportent 32-13 contre les Bengals qui, dans le fond, là, les Browns ont fait ce qu'ils voulaient. Bonne Hey, défensive. Chapeau à qui avait vu venir ce score-là. Là, Ouais, c'est fou. Chapeau, tu sais, je veux pas trop m'étendre non plus, mais Puis c'était 32-6 à un moment donné, puis ils ont juste fait un toucher à la fin. Ouais, Tyler ouais. Boyd qui l'a eu facile. la défensive de Cleveland d'hier est où depuis le début de l'année, cette défensive? Pour vrai, cette défensive-là, hier, c'était... Miles Garrett s'est rendu au corps pour une rare fois. C'est incroyable. Là. La ligne à l'attaque de Cincinnati a été déclassée par le front four des Browns. Puis, Jacoby Brissett qui a vraiment bien paru dans ses passes, bien paru. surtout avec Amari Cooper. C'est ça, on en parlait tantôt à Mary Cooper. Puis je trouve que dans cette ligue-là, on n'en parle pas assez, mais Nick Chubb, c'est un des, sinon le meilleur running back de cette ligue-là. Il est incroyable, Nick Chubb. Puis l'affaire que j'aime avec Nick Chubb, là, c'est que dans son jeu, je regarde comment il court, puis c'est jamais tout le temps le même move. Des fois, il spin, des fois, il saute sur le côté, des fois, il va vers l'avant, des fois, il plonge, des fois, il saute par-dessus. Donc, il y a tout le temps un arsenal de mouvements pour faire manquer le premier plaqué. Puis c'est fou comment il va faire manquer le premier plaqué. J'ai pas de statistiques, j'ai pas de chiffres pour appuyer ce que je dis, mais j'ai l'impression qu'il était touché rapidement. Puis des fois, je te dis comme, OK, le jeu vient de mourir à ligne d'engagement. Non. Puis là, prochaine affaire, il ressort, puis il vient de franchir Ouais. 6 à 8 verges. Puis c'est arrivé 2 fois dans le match que j'ai comme, OK, le jeu est mort à ligne d'engagement. Mais il a trouvé une manière, avec ses pieds, de pousser, de briser un plaqué, puis il est tombé 6 verges plus loin. Ouais, Il me fait capoter. Nick Chubb est vraiment là, super créatif. C'est un athlète extraordinaire. Au début de la saison, là, il nous montrait une vidéo de lui qui fait un squat avec une espèce de barre qui, genre, ils ont mis genre 540 livres de poids dessus. Là, tout le monde crie autour de lui, tout le monde est dans le prime. Puis tu vois, il fait un squat complet, 540 livres sur le dos. Wow. C'est genre, oh my god, ce gars-là, il est incroyable. Mais pour Ouais. vrai, il est fort, mais il est intelligent en entrevue, la manière qu'il s'exprime. Là, Oui, il- vraiment, ouais. et tu le vois qu'il y a vraiment là, une tête sur ses épaules, puis il étudie beaucoup. C'est pas juste ses qualités athlétiques, mais c'est vraiment un fin connaisseur, puis il comprend le système de jeu. Donc bravo à Nick Chubb. Là. Il va avoir une belle carrière. Là. Ouais. Vraiment, là, il a la carrure et l'intelligence pour pouvoir continuer longtemps. Fait que chapeau à lui. Là, ça nous amène à la semaine 9. Yes. La semaine 9, beaucoup d'équipes qui ont un bye cette semaine. Juste les nommer avant qu'on parle des matchs à venir. Les équipes qui ne joueront pas à la semaine 9, qui est comme la moitié des 18 semaines d'activité de saison régulière. Les Browns ne joueront pas, les Giants non plus, les Steelers, les Broncos, les Cowboys et les 49ers. Donc, je t'en parle tout de suite parce que ce qui me fait peur pour ces équipes-là, en fait, pas peur, mais c'est pour les autres équipes, c'est que là, la créativité puis comment ils ont pu mettre Christian McCaffrey à l'aise dans le système. Là, tu offres aux 49ers une bye à l'endroit parfait pour juste encore mieux expérimenter le système de jeu, réécrire puis se préparer pour le prochain affrontement. Je sens que les 49ers, leur bye leur fait du bien. Puis ça sent la série de victoires qui s'en vient. Permettre à Debo de revenir en santé aussi. Tout à fait. En même temps, fait que... Prochain match contre dans 2 semaines pour les 49ers. Le prochain match des 49ers contre les Chargers. Puis je sens que les deux frères Bosa vont se faire un petit câlin au début de match. Petit Jersey swap. Mais je sens vraiment que les 49ers sont à surveiller, surtout que je sens que le coaching va se faire aller. Puis ils ont des bons coachs qui vont bien les préparer. Donc, ils joueront pas, mais moi, je vais en parler la semaine prochaine pour dire j'ai hâte de voir ce qu'on va nous proposer. Ouais, c'est ça. Dans les matchs de la semaine prochaine, c'est sûr que, dans le fond, le match jeudi soir, peut-être un peu décevant, mais les Eagles affrontent les Texans. Une équipe à 7-0 contre une équipe à 1-5-1. Je veux voir ça parce que je veux voir les Eagles, il faut qu'ils mettent le match hors de portée rapidement, comme ils ont fait pour les Steelers. Puis il faut qu'ils sortent en santé de ce match-là. La pire affaire qui pourrait se passer, c'est une blessure contre les Texans d'un match qui veut rien dire. Je sais pas ce que tu en penses, toi, par rapport à ça. Tu sais, j'ai l'impression depuis le début de l'année qu'on se répète un peu pour les matchs du jeudi soir. J'ai pas l'impression que Amazon Prime, qui a le deal des matchs du jeudi soir, est très, très gâté. Ça supposait d'être un walk in the park. Là. Je vois pas Houston donner trop de compétition dans ce match-là, honnêtement. Là, Mais on pourrait être surpris, mais tu sais,
Moi, je serais déçu que ça arrive. Ouais, c'est ça. Parce que je me dis, tu es une équipe invaincue puis tu perds contre les Texans, c'est pas le match non, que c'est tu dois ça. laisser aller. Si, mettons Mais que tout est Philadelphie possible. perd contre les Cowboys, perd contre. Mais perdre contre Houston. Faut pas que tu overlook ça. Non, puis, c'est ça. Prenez-les au sérieux. Ouais, là. exact. Prenez-les au sérieux. Match de 1 heure maintenant, là, les Chargers affrontent les Falcons. Match qui peut être intéressant parce que les Falcons à 4-4 sommet de leur division. Puis les Chargers à 4-3, eux, ils peuvent plus niaiser vraiment. Ça leur prend une victoire. Là. Je suis content que tu penses que c'est un match intéressant parce que c'est ton devoir de match cette semaine. Bien sûr. Est-ce que Cordero Patterson revient au jeu? Il est disponible pour revenir du IR cette semaine. Fait que c'est pas confirmé, on va voir ses pratiques cette semaine. Il a posté une vidéo sur Instagram la semaine passée qui courait à pleine vitesse. OK, puis s'il pratique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il pratique, il y a 3 semaines, puis il n'aura pas le choix de revenir. Exactement, c'est Il ça. va revenir plus tôt, mais au plus tard dans 3 semaines. Donc, il est supposé de commencer à pratiquer demain, mercredi. Okay. Donc, à voir si ses rêves vont être assez bonnes, mais ça se peut qu'il soit activé pour le match de dimanche. J'ai pas d'opinion pour ce match-là, mais je suis vraiment tout oreille, tout écoute. Mes yeux sont grands ouverts. C'est ça va Atlanta, 4-4, sommet de leur division. Puis les Chargers à 4-3, avec la AFC qui est super compétitive, de voir où est-ce qu'on s'enligne. Je sais qu'ils ont été beaucoup affectés par les blessures. Ils reviennent de leur bye week. Ils ont eu leur bye cette semaine. Fait que là, peut-être que les blessés vont revenir. Je veux que tu me parles de ces deux équipes-là. Un match dont je veux te parler, Dolphins-Bears. Les Dolphins qui ont rajouté Jeff Wilson, qui est un ancien running back que justement là, McDaniels a coaché. Donc l'entraîneur-chef des Dolphins qui est rendu avec 2 de ses anciens running backs, qui est rendu avec Jeff Wilson et aussi avec Raheem Mostert. Ouais. Donc dans le fond, 2 de ses anciens running backs. Les Bears qui ajoutent... Juste préciser, pour ceux qui ne connaissent pas tout ça, c'est des running backs et un coach qui viennent de San Francisco. Oui, tu fais bien de me rappeler. Maintenant, les Bears de Chicago, qui viennent de Chicago, les Bears. Donc, c'est des ours, pour ceux qui veulent nous écouter. Tu vois, donc, les Bears, je me suis étouffé que... Ma salive. Les Bears, dans le fond, qui ont ajouté Chase Claypool pour peut-être complémenter Mooney, qui, on se rend compte que c'est peut-être pas un wide receiver numéro 1. Il manque une deuxième option viable. Donc, c'est sûr qu'ils ont Saint Brown, mais c'est pas le Saint Brown de Détroit. C'est un autre... c'est le frère, oui. C'est Equanimus Saint Brown. Equanimus, puis peut-être qu'Equanimus, il n'est pas tout à fait équal. Même, en tout cas, il n'est pas aussi bon que son frère. C'est pas le dieu du soleil, non, tout à fait. Amon-Ra? Non plus. Donc, les Bears rajoutent Chase Claypool en échange, là, dans le fond, là, d'un deuxième choix au repêchage. Et les Bears ont aussi là, fait de la place sur la masse salariale pour acquérir, je pense, Chase Claypool. Ils ont aussi échangé un autre linebacker. Puis Quinn cette semaine. Ouais. Puis c'est qui, là? Raquan Smith. Oui, Raquan Smith, merci. Dans le fond, c'est ça. Donc, puis Quinn, j'oublie son prénom. Ouais, mais dans le fond, 2 linebackers qui ont été échangés. Un defensive end, en fait, puis un autre linebacker. Donc, la dev des Bears va peut-être être moins bonne. Peut-être qu'ils ont des bonnes recrues, des bons jeunes qui vont pouvoir prendre la place de ces vétérans-là. On ne sait pas, ça reste à voir. Donc, j'ai hâte de voir si la dev des Bears peut stopper la puissante attaque des Dolphins qui vient en plus de racheter un running back explosif qui a eu des blessures aux genoux et aux chevilles. Mais s'il est en santé, Jeff Wilson, il peut vraiment aider les Dolphins. Faites à noter, les Dolphins ont aussi échangé Chase Edmonds et 2 choix au repêchage, dans le fond, là, contre Bradley Chubb de Denver. Donc, ils rajoutent non seulement un running back, mais ils se départissent d'un running back et aussi amènent un bon chasseur de corps à Miami. Je pense que c'est un chasseur de corps qu'ils auront besoin s'ils veulent aller se rendre loin en série éliminatoire. Donc, les Dolphins, vraiment à surveiller. La AFC est loadée. C'est fou, la AFC. Là. Je ne sais pas les qui va Dolphins sortir sont encore, de là. Mais les Dolphins sont encore meilleurs. Avec match à surveiller parce que Dolphins-Bears, beaucoup de changements. Puis j'ai hâte de voir si les changements vont payer dès cette semaine ou si ça va prendre du temps avant d'impliquer ces changements-là. Moi, j'ai hâte de voir Justin Fields. Je vous promets d'arriver avec des statistiques de Justin Fields la semaine prochaine. Voir est-ce que Claypool, ça va changer justement, comme tu dis, d'avoir une deuxième option. Je veux au moins 3 statistiques différentes sur Justin Fields. Je pense que c'est le gars sur lequel j'ai sorti le plus de statistiques depuis le début de notre podcast. Continue. Lui puis Lamar. Lamar, oui. Lamar. 2 équipes qui n'ont pas beaucoup de changements cette semaine. Bengals-Panthers vont s'affronter. À 1 heure, il y a d'autres options. Là. Je ne vous conseille pas ce match-là. Je ne suis pas pour dénigrer les clubs, mais en ce moment, c'est pas un match qui est entre guillemets important. Non. Je m'attends à ce que les Bengals gagnent. Si les Bengals perdent, chapeau Panthers. Puis les Bengals, vous n'êtes pas supposés perdre ce match-là. Non. Mais il ne faut pas être surpris des surprises.
Prochain match à 1h, les Packers affrontent les Lions, un match de division. Donc là, c'est pour ton ego, Marc? Mais honnêtement, je vous le conseille pas, là, mais pour vrai, où on en est, je serais même pas étonné que Détroit gagne ce match-là. Il n'y a rien qui va. Tu sais, pour moi, la situation des Packers ressemble beaucoup à la situation de Tampa Bay. C'est deux équipes qui avaient beaucoup de hype autour, mais que ça s'en va nulle part. Il y a beaucoup de grogne, il y a des histoires que dans le vestiaire, ça va pas super bien. Moi, c'est ça. Voilà, je ne vous conseille pas d'écouter ce match. Moi, je vais l'écouter parce que c'est mon équipe. Les Lions qui sont sûrement en reconstruction ont échangé TJ Hawkinson contre 2 choix de repêchage aux Vikings. Donc, les Vikings, du sérieux, ils ont ajouté, dans le fond, là, suite à la blessure de Irv Smith de la semaine dernière. Là, dans le fond, match que je vais trouver... Non, match à ne pas écouter, mais match, dans le fond, que je trouve intéressant. Ça se peut, je le regarde des stats. J'allais justement dire, ne pas écouter celui-là non plus. Raiders-Jaguars. Moi, honnêtement, parce là, tu vas l'écouter pour les stats de Etienne pour ton fantasy. C'est juste pour ça que tu vas checker le score. Et de Josh Jacobs aussi. Je vais checker le score, puis surtout les running abilities de ces deux équipes-là. Mais c'est surtout le fait que une équipe à 2-5 et à 2-6, là, c'est un peu, dans le fond, là, une manière de mesurer les équipes qui sont pas bonnes. Parce que tu peux les mesurer par rapport au match quand ils s'affrontent entre elles ou par rapport à ils ont battu qui puis ils ont perdu contre qui. Là, j'ai hâte de voir Jaguars, Raiders, qu'est-ce que ça va faire? Parce que dans le fond, les Raiders qui viennent de 0 points, ils sont mieux de sortir en force avec toutes les options à l'attaque qu'ils ont. C'est inadmissible qu'ils marquent juste 0 points. Inadmissible. C'est inadmissible. C'est ça. Je comprends pas. Je comprends pas ce qui se passe dans ces équipes-là. Là, les Colts contre les Patriots, 2 bonnes défensives aussi à un match de 13 heures. C'est pas un match que je conseille nécessairement, mais si vous êtes des partisans des Colts des Patriots, voir comment là, ça évolue la situation. Je prédis un score de 6-3. Oh mon Dieu, ça c'est à la mi-temps. Non, à la fin du match. Oh mon Dieu, ça pourrait. Ça pourrait. Les Bills affrontent les Jets, un match de division. Ça, c'est le match à regarder à 1h. Honnêtement, pour moi, là, ça m'intrigue parce que on va voir la maturité des Jets puis voir combien de temps ils vont tenir face aux Bills. Peux-tu avoir des bons stops? Peux-tu avoir une interception sans pousser Josh Allen puis qui tombe à la renverse comme ils ont fait avec les Patriots? Donc, je suis vraiment curieux. Puis Robinson, ça va faire plus de temps qu'il va être là. C'est ça, j'allais dire. Moi, j'ai hâte de voir... Peut-être qu'il y aura un réel impact. Moi, j'ai hâte de voir James Robinson qui a pas du tout ou à peine un petit peu été impliqué dans le match. Il était nouveau, ça prend du temps aussi. Exactement, c'est ça. Fait que moi, j'ai hâte de voir, tu sais, ça va être le premier match qui a des chances d'être impliqué. Moi, j'ai hâte de voir l'impact qu'il va avoir dans ce match-là. Ouais. Surtout que Buffalo, la semaine passée, ils n'ont pas vraiment eu à se présenter contre les Packers. Fait que, tu sais, c'est ça, j'ai hâte de voir ce match-là. Match intéressant, Vikings-Commanders. Oui. Parce que les Commanders ils ont beaucoup de potentiel à l'attaque. Oui. Un bon front four qui vont pouvoir mener la vie dure à Dalvin Cook. Puis les Vikings, là, dans le fond, il faut qu'ils gagnent ce match-là. Ils veulent rester au sommet de leur division, mais aussi peut-être même avoir le bye. Là, parce que là, à 6-1, les Eagles, quand ils vont finir par perdre, peut-être même qu'ils vont pas les devancer que pour le premier rang. Tu sais que la ça division... bientôt en plus. La division, là, Cowboys, Giants, puis Eagles, ça va se manger ensemble, là, cette division-là. Ouais, ils n'auront pas le choix d'avoir des défaites tôt ou tard. Ils vont se battre l'un l'autre parce qu'ils vont tous jouer 2 fois l'un contre l'autre. Fait que, tu sais, Minnesota avec une division super faible, on s'entend, là, Chicago, Green Bay, puis Détroit, c'est 3 équipes très faibles. Minnesota, tu as une chance. Moi, je me mets à la place de Minnesota, tu as une chance d'aller chercher le bye week en série. Mais Commanders, ils ont une chance de venir créer la surprise pour les Vikings. Je suis 100% d'accord avec toi. Pas, parce S'il y a une surprise qui peut arriver cette semaine, je pense que c'est celle-là. Oui, pour les analystes à cause de l'affiche, mais moi, je serais vraiment pas surpris. Non, c'est avec ça. tout le potentiel que les Commanders ont, moi, je suis curieux, vraiment curieux par rapport aux résultats. Match de division fort intéressant, Seahawks-Cardinals à 4h05. Toi, qu'est-ce que tu en penses? C'est intéressant. Moi, de ce que j'ai vu d'Arizona dans les dernières semaines et de ce que j'ai vu de Seattle, j'ai de la misère à croire qu'Arizona va gagner ce match-là. Mais c'est le match de la dernière chance pour Arizona, là. Arizona, tu es dans cette division-là. Parce qu'à 3-6 après. À 3-6, puis c'est parce que en perdant, toi, tu tombes à 3-6 et Seattle tombe à 6-3. Tu ne remonteras pas ça. Là. Tu ne remonteras pas ça. Fait que c'est vraiment le match de la dernière chance pour Arizona. Oui. Mais Seattle, c'est vraiment une équipe complète. J'aime beaucoup ce que je vois de cette équipe-là. Moi, c'est un match que je vais regarder, c'est certain. Ah, super. Rams-Buccaneers. Écoutez pas ce match-là. 2 équipes perdantes, 3-4, 3-5. 3-4, 3-5. C'est pas le show, là. C'est pas le show. C'est plate parce que on revient il y a 6-7 semaines.
j'aurais mis du highlighter autour de ce match-là en disant waouh, 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 ça va être malade. Mais avec la manière que les équipes jouent en ce moment, c'est c'est pas. pour vrai, ça ça va être un festival de qui est moins poche que l'autre. Puis, qui fait le moins de revirements, ouais, surtout. exact. Qui fait moins de revirements. Puis, tu sais, le perdant va être officiellement éliminé. Là. Tu sais, je pense pas. Tu sais, avec où on en est, je pense pas que ces deux équipes-là vont faire les séries. Deux équipes qui, leur problème, c'est le manque de santé de leurs joueurs. Mais ils n'ont pas fait des gros moves non plus. Là. Ils n'ont pas échangé Cam Akers. Ils l'ont gardé finalement alors qu'ils voulaient partir. Les Buccaneers, dans le fond, ils ont tout le talent qu'il faut, mais ils sont tout le temps pas sur le terrain en même temps. La sauce, elle pogne pas, puis non plus. Ça lève point. Non, mais là, match fort intéressant. Dimanche soir, Titans-Chiefs. Et c'est ton devoir de match, Matt. Yes, je suis content. Parce que c'est un match là, que je veux vraiment. Je veux pas que tu te couches tôt. Là. Je veux que tu le regardes, ce match-là. Je veux que tu le fasses au complet. Là, parce que c'est que les Titans, dans le fond, ils ont commencé 0-2. Ils ont gagné 5 victoires. Ouais. J'ai regardé qu'on des clubs peu convaincants puis des clubs qui ont des fiches perdantes. Donc, j'ai envie de voir les Titans. Est-ce que tu as retrouvé ta forme de l'an passé ou est-ce que l'an passé, ils ont fini premier de la AFC? Donc, ils ont été surpris par les Bengals là, avec un match qui s'est joué à pas grand-chose, justement sur un placement l'année passée. Donc, je vais voir est-ce que les Titans sont revenus au top de leur forme ou pas. Puis les Chiefs, à 5-2, ils ont la même fiche. Donc, c'est un match que je trouve baromètre. Pour les deux équipes, je trouve vraiment que c'est un match qui va dicter le portrait de qui est en wild card ou qui gagne sa division, puis qui est avant l'autre aussi si jamais les deux gagnent leur division. Tu sais, je veux juste mentionner, le Tennessee est sur une séquence de 5 victoires. C'est merveilleux. Mais les 5 victoires, là, je te nomme les équipes back-to-back. Je sais, je les ai vues, vas-y. Mais tu sais, je le nomme, là, les Raiders, les Colts, Washington, les Colts puis Houston. Oui. La seule équipe qui est... Attends, mais enlève les 2 défaites des Colts, les deux défaites que les Colts ont eues, puis les Colts ont une fiche gagnante. Oui, mais ils ont une fiche perdante, peut-être parce que les Titans sont vraiment meilleurs que les Colts. En tout cas, sinon, les Colts seraient à 3-2-1. Là. Non, mais je veux pas enlever le hype autour des Titans, mais pour moi, ce match-là... C'est pour ça qu'il est baromètre. Exactement, c'est ça. C'est qu'on va vraiment voir si les Titans sont pour vrai ou s'ils se font éclater par les Chiefs. Mais les Chiefs ont perdu contre les Colts. Tu as raison. Tu sais, fait que garde, tout peut arriver. Je n'ai rien à... Comment ils disent ça, les... Rien à rajouter. Rien à rajouter, votre honneur. Parfait. C'est ça. Et match du lundi soir, un match où deux équipes qui sont capables du meilleur comme du pire, Ravens, Saints, j'ai aucune idée à comment attendre de ce match-là. Tout peut arriver. Moi, j'ai aucune je vais regarder idée. ce match-là, ça peut aller tout bord, tout côté. Camara peut finir avec 4 touchés. 6 même des fois. 6 comme Nouvelle-Orléans peut finir avec juste 3 points dans le match. Baltimore peut mener 21-0 à mi-temps puis perdre 24-21. Je ne sais pas dans quelle direction ce match-là s'en va. Je ne sais même pas quel running back des Ravens va avoir plus de reps que Lamar Jackson. Ouais. Ça va être Kenyon Drake, Gus Edwards. Un autre, je ne sais pas. Un autre, ouais, c'est mais pas pour de vrai, c'est que ce match-là, je ne sais pas comment attendre. Puis les Ravens, dans le fond, il manque de stabilité. C'est ça qui peut leur faire mal pour gagner la division. Parce que c'est une division très faible. C'est une division où il n'y aura pas de wild card, selon moi, qui va sortir de cette division-là. Puis ça les Bengals ou les Ravens, il faut que tu te distances. Puis surtout, Lamar là, qui se dit number one, pay me, ben, j'ai pas tant d'arguments pour te payer. Chapeau aux Ravens de ne pas avoir signé de contrat avant cette saison-là, puis de se fier à qu'est-ce qu'il nous propose. Ça va dicter le marché pour lui. Mais il a beau des bonnes stats, il a beau courir la balle, s'il lance pas, puis s'il fait pas de jeu, mais en même temps, ça m'amène au fait que les Ravens, à part Mark Andrews qui est blessé, ils n'ont pas d'option, ils n'ont pas de playmaker. Tu peux pas juger Lamar. C'est comme Tua quand il n'y avait pas de playmaker, mais Waddle, Messi, Tyreek Hill. Puis là, c'est maintenant le sommet des passeurs de la Ligue. Non, en fait, deuxième, parce que c'est Josh Allen, je pense qu'il est numéro 1. Là. Mais tu sais, Tua, il a quand même manqué, il a manqué des matchs aussi. Un match et demi, là, deux matchs. Ouais, c'est ça. Il a manqué 2 matchs, mais tu vois qu'il est dans le top 5 des meilleurs passeurs de la Ligue. Puis, tu sais, Tyreek Hill et Waddle sont numéro 1 puis 5e là, en termes de verges. Fait que, tu sais, il faut juger aussi le joueur à qui il lance la balle. Parce que c'est vraiment vital. Puis en ce moment, il lance la balle à Duvernay, qui est dans le fond une recrue première année, qui est là. Puis ils n'ont pas vraiment d'option viable. Là. Ils ont perdu la perte de Marquise Brown, qui fait extrêmement mal aux Ravens cette année. Fait que dans le fond, je ne peux pas t'en juger Lamar Jackson parce que tu as beau donner ses stats, à qui il passe la balle. C'est un peu comme Justin Fields. C'est un peu le même dilemme. C'est le même dilemme. Il manque des options viables et constantes à qui passer la balle. Puis ça fait que les Ravens, c'est une des raisons pour lesquelles ils sont inconstants. C'est ambivalent. Je suis 100% d'accord avec ton analyse. Tandis que les Saints, ils ont toutes les options, mais le quart, c'est pas réglé.
c'est pas réglé entre si c'est Dalton ou Ben, Winston, ou même est-ce qu'on va mettre Hill là à la place, qui est notre tight end couteau suisse. Ben, là, qui Hill, fait tout, officiellement, sa position, c'est tight end. Fait que, tu sais, dans le fantasy, pour ceux qui font du fantasy football, vous pouvez le mettre comme tight end, puis il est payant. Je pense qu'il est tight end 2 ou 3 à là, cause en de fantasy. à cause de le match où il a été QB, mais les autres matchs, il n'est pas payant. Ben, exact, c'est ça. Mais tu sais, Dalton, tu sais, on en parlait la semaine passée. Là, tu starts Dalton au lieu de starter Winston. Je sais pas à quel point ça va être payant, mais d'un autre côté, ils viennent de torcher Las Vegas. Fait que tu dis, C'est peut-être deux équipes qui vont faire les séries éliminatoires, mais qui risquent de perdre au premier tour s'ils les font. Les Saints, ils ne feront pas à 3-5, mais s'ils gagnent, ils sont à 4-5, ils reviennent dans le portrait un peu. ben, tu sais, Surtout avec la division, comme tu me c'est parlais. ça. Mais les Saints, c'est un match must-win. Les Ravens, ils ont encore une marge de manœuvre à cause de la division, ça se passe pas bien. Puis même les Ravens, tu sais, tu gagnes ce match-là, tu tombes à 6-3, probablement que tu vas gagner ta division. Mais même si tu gagnes ta division avec la quantité de bonnes équipes qu'il y a dans la AFC, je les vois pas Faire battre un bout de chemin. les là, Dolphins, moi. je les vois pas battre les Chiefs, je les vois pas battre les Bills. Fait que, tu sais, si on regarde toutes les bonnes équipes qu'il y a dans la AFC, Ouais, je vois pas trop. Tu sais, j'ai pas de top 4, moi, pour la AFC. J'en avais un pour la NFC, c'était clair. Mais pour la AFC, moi, je vais me laisser surprendre là, par ce qui se passe. Parfait. Moi, c'est tout pour moi. Est-ce que toi, tu as une affaire que tu voulais Je rajouter pense cette que semaine? ça clôt l'émission de Je cette te, semaine. je te Denis. remercie, Marc, Ben, pour merci ça. à toi. Puis je souhaite une bonne semaine de football. Yes. Écoutez les matchs, puis écrivez-nous pour nous dire ce que vous en pensez. Yes, écrivez-nous. Ça peut être sur Facebook aussi. C'est peut-être plus facile. Fait que n'hésitez pas à nous écrire. Là-dessus, coach, bonne soirée. Hey, bonne soirée. Ciao.